so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Bonjour Philippe, content de te Bonjour voir Dorothée. aujourd'hui. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, donc aujourd'hui on passe à l'acte ensemble dans ce premier numéro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Du coup, Plaisir. l'idée c'est que tu nous expliques un petit peu ton parcours et qu'on comprenne un peu ce qui t'a amené à innover au sein d'Acorus et puis plus largement peut-être dans tes différentes expériences. Peut-être du coup rapidement, l'idée c'est peut-être de te présenter un petit peu. Donc Philippe Banquet, président, fondateur d'Acorus, c'est ça? C'est Est-ce que tu ça. peux nous parler un peu de ton parcours depuis, ouais, moi, voilà, sur LinkedIn, on voit donc un début qui commence en 94 chez Veolia. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bah, aujourd'hui, j'ai 55 ans, marié, 2 enfants. En effet, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai commencé chez Veolia. J'ai commencé dans l'innovation parce que je suis rentré chez Veolia au centre de recherche sur l'innovation et le déchet. Le 1er centre de recherche qui était dédié à l'environnement, au recyclage, aux déchets, chez Veolia. Et puis, ensuite, très vite, dans des postes, intrapreneuriaux. D'abord chez Veolia, puis chez Elis. C'est cette logique de post-intrapreneuriat qui a guidé, mon parcours dans ces, 2 grands groupes de services. Voilà, donc j'ai un parcours de service, de manager et une passion pour l'entreprise et l'organisation. Voilà, c'est ça qui a fait mon parcours jusqu'à, 2010 où, je quitte, Elis avec l'idée de passer à quelque chose de plus entrepreneurial qu'intrapreneurial. C'est ça Qu'est-ce que qui tu nous entends amène, par aujourd'hui. intrapreneurial? Puisque tu étais salarié, j'imagine, du coup, chez Elis et chez Veolia. Qu'est-ce que tu entends par Ouais, intrapreneurial? ce que j'entends par entrepreneurial, c'est des postes ou des cultures ou des organisations d'entreprise qui autorisent un fonctionnement qui se rapproche de celui de l'entrepreneur alors que tu es dans un groupe. Alors tu peux le faire, plus ou moins poussé, hein, ce fonctionnement d'entrepreneuriat. Et en réalité, c'est à chaque fois que j'ai trouvé qu'il était plus assez poussé que j'ai changé. Chez Veolia, j'étais patron d'agence, patron de région, avec, pas mal d'autonomie sur la façon dont j'organisais les choses, dont je voyais mes clients, dont je voyais mes équipes, dont, je répondais aux offres. Puis, le groupe, Veolia s'est beaucoup structuré, beaucoup regroupé, heu, avec des niveaux, hiérarchiques ou d'organisation, régionale, suprarégionale, nationale, avec des fonctions support partout. Et en fait, plus ça avançait, plus cette, autonomie, du patron d'agence, devenait, plus faible. Et ça, Mmh. c'est ce qui a fait que j'ai dit un jour, «Ça me va plus». Et je suis arrivé chez Elis où, il y avait, je crois qu'il y a toujours un énorme respect de l'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise, en fait, la fonction entrepreneuriale, le patron de région, le patron d'agence, le patron d'usine, c'est l'homme clé, ce sont les hommes clés. Les services supports, par comparaison, sont moins importants, en tout cas sont vraiment au service et non pas, Mmh. dictent leurs lois. Et ça permet des cultures d'entrepreneuriat où moi je me sentais bien. Mmh. Quelque chose que tu as essayé de reproduire après chez Acorus? Cette Absolument, philosophie-là? absolument, ça a été un des guides, du développement, d'Acorus, en se demandant en permanence, comment pousser ça plus loin, en fait. Comment exagérer, comment grossir le trait. Parce que, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais quand on regarde dans le détail, c'est un mot pour faire joli et attirer du monde. Comment on fait en sorte que ce soit vrai? Et parce que finalement, on y a intérêt parce que les gens, ils aiment ça et que quand ils aiment ça, ils y sont bons et que c'est une culture et une organisation intrapreneuriale, c'est une machine à innover parce que, tu laisses l'énergie, tu libères l'énergie des gens et cette énergie, ils la mettent pour satisfaire un client. La meilleure façon de satisfaire un client, c'est de lui apporter un truc auquel il n'avait pas encore pensé. Et si tu en as la possibilité, si tu en es libre, tu vas le faire. Donc, entrepreneuriat finalement, égale innovation.
Et comment tu mets ça en place? Enfin, déjà, tout le monde n'a peut-être pas envie d'entreprendre dans une organisation. Tu penses que c'est inhérent à l'être humain d'être, maître de son destin, tu vois? Heu, alors, tout le monde n'a pas envie d'entreprendre et puis, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas, construire des organisations où la plus grande partie des gens ont cette envie. Mais il y a d'autres Mmh. organisations où c'est pas le cas et du coup, il y a des gens qui se sentiront mieux dans d'autres organisations. Ça, c'est un premier point. Ensuite, heu, c'est inhérent pour moi, en effet, c'est inhérent à l'être humain que d'avoir la main sur, de pouvoir influer sur ce que tu fais, dans 90 de ta journée, éveillé, heu et l'entrepreneuriat, c'est une façon de donner ça, mais c'est pas la seule. Caché derrière l'entrepreneuriat, il y a une culture d'autonomie, de responsabilité qui permet de donner ça. Et je pense, du coup, pour synthétiser un peu cette réponse à ta question, je pense que beaucoup de gens ont envie, d'être entrepreneurs, et que, même si c'est pas ça dont ils ont envie, parce que ça va un peu trop loin, ils ont envie de pouvoir agir sur le contenu de leur poste et il faut réussir à donner ça. Après, il faut le réussir à le donner, dans un cadre qui permet à chacun de comprendre où sont ses limites, quel est le cadre, qu'est-ce qui est permis, voilà. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, sinon on réussirait tout le temps et on réussit pas tout le temps, mais c'est pour moi, le plus important, c'est que ça libère une énergie de fou et ça, c'est vrai pour pratiquement tout le monde. Après cette énergie, parfois, elle amène à des gens qui se trouvent, qui font plus assez attention à eux et qui vont s'épuiser, ou bien qui vont penser que c'est prendre trop de responsabilités en comparaison du niveau de leur poste. Voilà, on peut entendre des choses comme ça qui sont entendables. Ça n'empêche pas de poursuivre dans une culture de ce type-là, elle va quand même plaire à beaucoup de gens. Et quand tu dis que justement tu l'as exacerbé chez Veolia, concrètement, enfin par rapport à par rapport à Veolia et Alice, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? En quoi tu as exacerbé le trait sur cette notion-là? Parce que j'imagine que tu en parles, c'est quelque chose, sur lequel il y a un discours très, très ancré chez Acorus, mais au jour le jour, qu'est-ce qui fait de tes collaborateurs des entrepreneurs? Bah, j'en parle parce qu'ils sont convaincus qu'on est, pas comme les autres. Donc il y a 3 éléments. Il y a On est parti de la culture managériale de manière générale. Cette idée qu'un manager, est quelqu'un, qui va accompagner, heu, aider les autres à grandir, qu'il y a une logique de je donne le contrôle, je responsabilise, j'autonomise, je remplace, commande contrôle par, l'autonomie et l'accompagnement, je remplace, peur et obéissance par, plaisir et apprentissage. Ça, c'est des éléments de culture intrapreneuriale qui deviennent l'ADN, non, c'est pas beau, qui deviennent, ce qu'est Acorus. Enfin, les gens te le disent facilement, quoi. Enfin, même dans les enquêtes qu'on peut faire, voilà, c'est ce qui caractérise Acorus, c'est on a les moyens de déployer des choses et on a l'autonomie et on est responsable. Ça, c'est un premier point, partir de cette culture, partir du management et le deuxième, c'est de le traduire dans des organisations, dans un cadre de fonctionnement et dans des outils numériques qui qui sont cohérents avec ça. En fait, dans la plupart des cas, les gens disent dans les organisations, on va trouver un discours ou des valeurs de type, vous avez la responsabilité, vous êtes autonome et puis derrière des organisations, des outils numériques et un cadre qui dit exactement le contraire. Mmh. Genre, vous Ouais, faire ouais. du reporting, vous avez pas le droit de dépenser plus que tant quand vous allez manger avec un client ou Mmh. que sais-je. Ou vous devez faire un budget et de ce budget dépendra, si vous avez le droit d'embaucher, quelqu'un en plus, cette année. Ce qui n'a au fond, absolument aucun sens puisque ce qui doit guider si j'embauche quelqu'un, c'est certainement pas un budget, c'est le besoin de mon client et le besoin que j'ai pour servir mon client au mieux. Voilà donc c'est cette cohérence d'ensemble de la culture, de l'organisation, du cadre et des outils qui
permet que petit à petit ça devienne vrai. Alors quelques exemples, notre organisation elle est très, très horizontale. Aujourd'hui on est 1 900 personnes, on fait 300 millions de chiffre d'affaires, mais en réalité, c'est pas du tout comme ça qu'on se décrit. On est, 90 mini-entreprises qui font entre 2 et 5 millions de chiffre d'affaires, qui regroupent, 10 à 20 personnes, qui sont parfaitement autonomes, hyper spécialisées, qui adressent un type de client avec un type de métier, avec un type d'activité, qui sont toutes différentes, qui peuvent collaborer ensemble au service d'une demande plus complexe ou plus complète d'un client et qui, s'appuient sur des services support, services partagés, on les appelle comme ça ailleurs. Services support, nous on les appelle plutôt services partagés, qui n'ont pour seul but que de les aider à réussir mieux que si elles étaient pas dans le groupe. C'est Mmh. leur, obsession et s'ils sont là, ça pourrait être des entrepreneurs à l'extérieur. En fait, c'est des entrepreneurs dans le groupe, donc des intrapreneurs et ce qui doit nous guider, c'est que, s'ils ont fait le choix d'être intrapreneurs plutôt qu'entrepreneurs, c'est qu'ils ont eu besoin, ils ont exprimé ou ils ont, sans le savoir, le besoin de cette expertise complémentaire qui va, leur permettre de mieux réussir que s'ils étaient seuls à leur compte. Et donc c'est ça qu'on construit. Le cadre, c'est un cadre qui permet de comprendre quels sont les, les risques qu'on n'est pas autorisé à prendre, Mmh. ceux qui font un trou dans la coque du bateau et qui font couler le bateau. Heu, alors que, par définition, si on veut être innovant, il faut qu'on puisse prendre des risques. Il faut comprendre quels sont les risques qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. On a le droit de les prendre. On essaye d'apprendre et de pas les refaire 10 fois parce qu'au bout d'un moment, c'est plus un bateau, c'est un gruyère. Mais par contre, on n'a pas le droit de prendre ceux qui risquent de couler le bateau, qui risquent de couler tout le monde, quoi. Donc, ça, c'est le cadre, sur lequel on doit absolument se mettre d'accord. C'est la règle du jeu, quoi. C'est ce qui fait qu'on est ensemble. C'est la Mmh. façon dont on va pouvoir agir ensemble, en fait, fixer ce cadre donne la liberté. C'est paradoxal, mais finalement, c'est notre vie de tous les jours. C'est le code de la route. On est libre sur la route, mais uniquement parce qu'il existe le code de la route. Sinon, ce serait un enfer, la route. Et sinon, on serait pas libre, en fait. Il y a 2 solutions sur la route. C'est soit on n'est pas libre du tout, il y a pas de code, mais tout est imposé, soit il y a un code de la route qu'on est censé respecter, c'est le cadre. Et dans ce cas, on est libre, d'aller de Paris à Lyon, par où on veut, la nationale 7 ou l'autoroute, si on veut. Donc ça, c'est le cadre. Donc nous, il s'appelle, règles du jeu. Il est validé par, un service de contrôle interne, hyper malin, qui vient en fait, enrichir la mini-entreprise, un peu comme si elle s'était elle-même payée, un audit pour savoir, où sont ses petits points de faiblesse et où sont ses petits points de risque. Et puis après, il y a les outils numériques, hyper importants à mon sens. On les a développés en interne dans ce but-là, qui soit le reflet de nos valeurs, de nos principes et de notre organisation. En fait, si je les ai développés en interne, parce que je trouvais aucun prestataire informatique qui vienne me proposer un outil fait pour les gens, qui permette cette collaboration et cette liberté et cette responsabilisation. Il y avait toujours des gens qui venaient en me disant: «Au bout de 2 minutes, grâce à mon outil, vous saurez tout». Et moi, je leur dis: «Mais j'ai pas envie de tout savoir. Ce que je veux, c'est que les gens qui bossent, ils sachent tout, ce dont ils ont Mmh. besoin. L'outil, il doit servir à ça, parce que c'est cohérent avec notre organisation. Il doit leur donner les éléments, mais au plus près, le dernier qui bosse, il faut qu'il ait accès à des données sur l'outil et je veux pas mettre, 12 niveaux d'autorisation, de droit, de machin. D'ailleurs, il y a quasiment pas de niveau de droit dans nos outils et donc l'outil numérique, il fixe le cadre finalement, puisque utiliser l'outil, Mmh. c'est, respecter un certain nombre de règles, OK. heu, mais elles sont pas très compliquées. J'utilise l'outil, donc j'ai pas l'impression que j'ai des règles, juste je l'utilise parce qu'il m'aide, à prendre mes rendez-vous, il m'aide à facturer mon client et il m'aide à acheter, donc je l'utilise et en l'utilisant, bah, je rentre dans le cadre OK. et ça permet que l'ensemble fonctionne. Donc Ouais, c'est assez c'est un tout. intelligent. Ouais, ouais, Ouais. donc pas de donc finalement, effectivement, quand tu m'as dit, ben, il y a 90 mini-entreprises finalement au sein d'Acorus, un système en râteau. Je me suis dit: «Mais comment est-ce qu'il fait du coup?» Parce que, enfin, ça veut dire que tu as 80 enfin, tu gères concrètement 90 entreprises, quoi et heu et en même Pas temps, tout tu me à dis: fait. «Finalement, j'ai pas de» pas tout à fait?
Pas tout à fait, il y a une différence entre, qu'est-ce qu'on gère, quelle est, la structure hiérarchique parce que finalement on s'inscrit Mmh, quand même dans le droit du travail et on mmh, respecte, les exigences et les pratiques, classiques et comment on le vit. La façon dont on le vit, c'est ça, c'est 90 mini-entreprises, elles sont indépendantes et il y a un ensemble qu'on appelle les services partagés qui les aide à réussir. oui. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que c'est moi qui pilote, ce serait évidemment l'inverse de ça, de dire, bah, elles ont qu'un seul patron, qui décide de tout. Donc il y a bien la structure hiérarchique comme on aurait ailleurs, sauf que les patrons, les directeurs, les patrons d'agence ou autres qui sont hiérarchiquement, heu, responsables ou au-dessus, des patrons de mini-entreprises, en réalité n'ont pas pour rôle d'être patrons ou responsables ou d'utiliser ce pouvoir hiérarchique. Ils font partie de cet ensemble de services partagés qui sont là pour les aider à réussir, OK. collaborer, mettre à disposition les expertises, coacher, que non, je c'est finalement, c'est pas juste un organigramme qu'il faut regarder. D'ailleurs, notre organigramme ressemble à une espèce de galaxie avec, des étoiles un peu partout, regroupées dans des patatoïdes qui sont, soit des agences, soit des métiers, soit des types de clients, avec des gens qui sont là pour dire: «Bah, moi, j'ai la responsabilité d'aider, mais avec tous les autres, ce groupe de mini-entreprises à réussir, mais je suis l'opérationnel qui fait ça» et accessoirement, il se trouve que je suis leur hiérarchique, mais je vais pas me servir de ça tous les jours. Et tu as pas envie d'étendre ce principe d'entrepreneuriat finalement aussi aux fonctions support? Considérant que ce sont des prestataires de services qui sont aussi maîtres de leur, tu vois, de ce qu'elles apportent avec, ben, un objectif aussi, ben, avec des agences qui sont leurs clients, hein, tu vois? Enfin, je veux dire, on a tous un client, final et aussi les monter à la fois en autonomie, en liberté et en responsabilité pour qu'elles soient aussi peut-être plus force, ben, de proposition et d'innovation à leur niveau? Si, si, absolument, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que le modèle, il se déploie, sur les 2 côtés. Il se déploie dans on augmente le rôle d'entrepreneur de nos mini-entreprises et les patrons des mini-entreprises s'appellent des chefs d'entreprise, c'est pas pour rien. Donc on vient, renforcer qu'ils soient de plus en plus des chefs d'entreprise et qu'ils se sentent et qu'ils agissent de plus en plus comme des chefs d'entreprise autonomes. Et on vient aussi renforcer, les services, partagés comme des prestataires qui ont une espèce de responsabilité de ne pas faire perdre du temps aux mini-entreprises. En fait, c'est Mmh. soit vous leur apportez quelque chose, soit, ils choisissent pas et puis tant pis, ils se débrouillent autrement. Sauf que ça fait un peu du gaspillage et donc votre responsabilité, c'est qu'ils aient envie de vous choisir et que s'ils se demandent où est le meilleur recruteur ou la meilleure personne pour faire du recrutement, et ils ont envie de répondre, bah, le service recrutement plutôt que le chasseur de tête, Ouais. que j'ai croisé, dans la dernière réunion, locale, du coin. Mais si c'est pas le cas et ben ils prennent le chasseur de tête, et s'ils peuvent recruter sans passer par, le service recrutement et bah, tant mieux. Donc c'est de créer une vraie valeur, donc une vrai positionnement, client-fournisseur de nos services partagés, bien sûr. Mmh. Il y a des métiers, enfin, il y a des supports pour lesquels c'est plus facile à faire que d'autres, parce qu'il y a quelque chose qui vient perturber tout ça, c'est que, bah, on n'est pas une agglomération, d'entreprises indépendantes et on n'est pas une association qui les aide à réussir, comme pourrait être, Ouais, une fédération, par ouais, exemple, ou je sais pas tout quoi, à fait. d'entreprises. On est bien un groupe et donc on a des règles spécifiques qui s'appliquent au groupe et des exigences spécifiques et les services, partagés ont une partie de leur job qui sert à répondre à ces exigences spécifiques. Sortir des comptes du groupe, ça ne nous sert absolument à rien, ça sert absolument à rien pour les mini-entreprises et pour autant, c'est une exigence légale qu'on est bien obligé, de respecter et le challenge, c'est, de réussir à faire ça sans y passer, 100 de son temps. Sinon, on n'aide plus des mini-entreprises à réussir comme ferait un expert comptable qui aiderait chacune des Bien sûr. mini-entreprises à réussir et non pas à sortir des comptes pour le groupe. Je pense à autre chose aussi, parce que donc tu es une entreprise qui grossit très vite, hein. Tu recrutes, plusieurs centaines, enfin peut-être 300 ou 500 collaborateurs chaque année donc
Donc c'est énorme. Ce sont des collaborateurs qui parfois viennent d'autres groupes, hein, souvent c'est pas forcément que des juniors et qui sont pas habitués à ces méthodes managériales, à cet intrapreneuriat. Comment ces collaborateurs justement issus des autres groupes se retrouvent et s'intègrent dans ce système qui est assez nouveau? Est-ce que Ben, il y enfin, a, tu vois, est-ce que oui, oui, il y a énormément de choses qui visent à ça, puisque c'était euh, en 2018, c'était une des causes d'une année de ralentissement, qu'on a analysé comme une crise de croissance, liée au fait qu'on n'arrivait plus à transmettre les fondements du modèle aussi vite que ce que la croissance était. Donc maintenant, on y fait beaucoup plus attention avec des journées systématiques qu'on appelle We Are à Chorus, d'intégration des nouveaux, pas au moment où ils arrivent. Où ils arrivent, ils ont une période d'intégration longue. Systématiquement, j'entends c'était long, j'avais envie d'aller bosser et de rejoindre mon vrai poste, mais qu'est-ce que c'était bien. Cette période d'intégration, ça c'est un truc que j'avais appris chez Alice, mais en fait, elle sert évidemment à découvrir l'entreprise et sa culture, mais elle sert aussi à se faire un réseau parce que quand on le découvre comme ça, en fait, on voit pas bien, on n'y croit pas forcément, en fait. On se dit: «Oui, il me raconte ça, mais en fait, ça doit bien fonctionner comme partout ailleurs». mmh, Et après, je demanderai à mon chef. Et donc d'avoir un réseau qui s'est créé où je peux rappeler des gens et leur dire: «Mais t'es sûr, du coup, j'ai le droit de le faire comme ça, il va rien m'arriver, je peux court-circuiter mon chef et il se passera rien, je peux décider de ça, il se passera rien». Bah, c'est clé parce que sinon, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc il y a une intégration longue, volontairement, chère, et qui sert à ça, qui sert à ce que des liens non hiérarchiques et inconnus, finalement invisibles, se créent. Il y a ensuite, heu, pour le rôle spécifique de chef d'entreprise, qui est celui qui est le plus compliqué à comprendre quand on arrive de mmh, l'extérieur, heu, il y a une logique de parrainage. En fait, il y a une grande partie des chefs d'entreprise qui sont issus de l'interne, mais on ne peut pas s'empêcher aussi d'en recruter de oui, l'extérieur et quand c'est de l'extérieur, on a une logique de parrainage. Donc il y a un chef d'entreprise qui est là pour expliquer que, la personne qui arrive, elle était peut-être conducteur de travaux ou elle était peut-être chargée d'affaires ou elle était peut-être directeur de production ou elle était peut-être directeur de travaux, enfin, quel que soit le niveau qu'elle avait ailleurs, il y avait un nom. Et ben chez nous, c'est différent, c'est chef d'entreprise et c'est quoi cette différence? Voilà et comment on va la vivre au quotidien, dans ses bons comme dans ses moins bons côtés parfois, parce que, un chef d'entreprise, il a pas que des journées qu'il adore. mmh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas d'un conducteur de travaux, mais ce qu'il adore en revanche, c'est la possibilité de créer, la variété des missions et le fait qu'il y a pas 2 jours qui vont vraiment se ressembler. Bah, c'est ça qu'on va recréer. Donc le parrainage est vachement utile et puis les fameuses journées, We Are Chorus où là, une fois que tout ça est fait, les gens se retrouvent et là, on vient leur faire, on vient leur donner l'occasion de rencontrer, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup, beaucoup d'expériences du groupe pour pour venir un petit peu consolider tout ça. Voilà, vous avez mmh, eu une intégration, vous avez commencé à bosser, vous avez, vécu les choses de manière différente, parce que vous êtes peut-être arrivé en province ou dans une acquisition plus récente ou à l'inverse dans une heu, des bastions historiques du groupe et bah, d'échanger avec tout le monde, de réécouter, où on en est, parce qu'en plus cette culture elle évolue, permet de rediffuser. Voilà. Et on le fait aussi parce qu'on a écrit, ce qu'est le manuel du chef d'entreprise, qui est un outil sur lequel on va s'appuyer pour expliquer aux gens, ce qu'on attend d'un chef d'entreprise, ce que c'est qu'un chef d'entreprise dans la culture Acorus. On le fait aussi parce qu'on a créé, un MBA. L'idée du MBA, c'était de permettre, ailleurs, on appellerait ça, formation pour les hauts potentiels, un peu, mais nous, c'est un mélange de hauts potentiels et puis une partie des récents embauchés. Un mix entre, des hauts potentiels, mais parce qu'ils arrivent de l'extérieur et des hauts potentiels parce qu'ils ont grandi dans la boîte et c'est là aussi, ça crée une promotion, un réseau sur, l'occasion d'aller à passer du temps ensemble et puis se projeter plus loin sur différents sujets. Voilà un peu.
Tous ces comment chefs fait d'entreprise, ils possèdent une partie de Acorus? Je veux dire, euh, en termes de participation, est-ce presque, qu'ils sont associés? presque tous, ouais. Presque tous, ceux C'est qui pas une ne obligation, l'ont. mais c'est un choix que tu leur offres? C'est un choix que je leur offre au bout d'un certain temps et dans certains cas, et c'est pour ça que c'est presque tous parce que le job de chef d'entreprise, mais comme dans la vraie vie, il est un peu inégal, Mmh. et puis, il évolue dans le temps. Mais aujourd'hui, à part les plus récents, pratiquement tout le monde, a des parts, ouais. OK, c'est super. On parle de cette organisation, d'Acorus. Moi, j'avais envie de revenir un petit peu aussi sur un sujet qui est l'intégration du lean dans Oui, Acorus. Voilà. Voilà, c'est un truc, je me souviens que quand je t'ai rencontrée, j'étais très curieuse parce que j'ai senti vraiment cette appétence, très forte chez toi, en matière d'innovation et donc j'avais regardé alors je t'avais googlisé, tu vois? Pour voir un peu ton parcours et ce qui revient, beaucoup, c'est, tout ce que tu as mis en place, en réutilisant, ces méthodes du Lean et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. À partir de quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ça? Et concrètement, comment tu l'as mis en place au sein d'Acorus et qu'est-ce que ça t'a apporté chez Acorus? déjà, si on se met à parler de Lean, tu vas perdre la moitié de tes auditeurs. C'est malheureusement un mot qui fait fuir tout le monde. Et peut-être que c'est légitime que les gens fuient parce que c'est très souvent tellement mal compris, tellement mal, diffusé que, qu'en fait, c'est logique de fuir. Donc, voilà, je viens de décider qu'on parlerait plus de lean et on inventerait un nouveau mot. Donc nous, on fait pas du lean, on fait du smile. De toute façon, lean, ça veut rien dire, donc smile non plus et c'est beaucoup plus joli de faire du smile que du lean. Et donc, comment on est venu à faire du smile? Donc, chaque fois que tu entends smile, tu peux penser lean, hein, c'est pareil, mais sauf que, voilà, comme ça, les auditeurs, ils peuvent rester. Euh, Au départ, on est venu en partant de ce qu'est l'esprit du lean, euh, et là, je peux l'utiliser chez Toyota, donc pas du lean, mais du Toyota Production System, qui est celui qui a révolutionné la production, et pas que celle de Toyota. Bon, comme Toyota le fait mieux que les autres, ça continue de révolutionner celle de Toyota, qui est leader mondial depuis très longtemps et de manière permanente, euh, et qui a révolutionné le reste de la production et qui l'a révolutionné par quelques principes assez simples d'apparence, très compliqués en réalité. Et donc je suis aussi parti de ça parce que le monde du bâtiment est bourré de défauts, de non-qualité, de non-respect des délais. Et ça, c'est des éléments que Toyota a su résoudre et que ceux qui ont copié Toyota ont su résoudre par les mêmes méthodes. Euh, les méthodes sont en gros l'idée qu'on n'attend pas la fin d'un process pour s'intéresser aux défauts, mais on s'arrête et on réfléchit ensemble au moment où le défaut apparaît, où il est plus simple, où c'est une bonne nouvelle. On y réfléchit et ensemble plutôt que d'attendre la fin. C'est pas du tout ce qu'on fait dans le bâtiment. Dans le bâtiment, on a les réserves, on vient lever des réserves à la fin. C'est le dernier secteur industriel dans lequel il y a ça en fait. Il y avait ça dans C'est plein de vrai. secteurs industriels. Euh, il, Ils y l'ont a, réformé. il y a 30 ans, vous pouviez acheter une voiture et puis devoir repasser au garage parce qu'il y avait un point de rouille qui était apparu quelques semaines après. Ça n'existe plus. Bah, dans le bâtiment, ça existe toujours. Les- si les voitures fonctionnaient aujourd'hui comme dans le bâtiment, on irait chercher sa voiture neuve et puis le vendeur te dirait, bah, voilà votre voiture, je suis content de vous la livrer. En revanche, vous remarquerez que je n'ai pas peint l'intérieur de la porte avant droite, il faudra donc repasser la semaine prochaine. Ça ferait rire. Dans le bâtiment, on fait ça tous les jours. Tous les jours, les réserves. Voilà, j'ai fini, monsieur, votre bureau est prêt. Vous pouvez y rentrer, mais par contre, il faudra qu'on revienne parce que j'ai pas reçu les poignées de porte. Donc, bah, pour l'instant, vous n'aurez pas de poignées de porte, pas trop grave. Et ça fait rire personne pour le coup. Tout le monde trouve ça normal. C'est complètement étonnant. Donc toi, tu as plus de Et, réserve sur tes chantiers? et malheureusement, si, j'en ai encore. Mais on est parti de ça en tout cas. On est parti de l'idée que c'était pas logique et qu'il fallait non pas apprendre à traiter les réserves, mais apprendre à ne pas avoir de réserve. Et se demander qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des réserves. Euh, j'ai pas encore réussi,
Mais c'est pas très grave parce que le smile, c'est un truc qui dure toute une vie, en fait. Toyota, il a commencé, en 1940, hein, et il a mis très longtemps. Donc c'est pas très grave en soi de pas avoir réussi, c'est pas le projet de l'année, quoi. C'est pas On fait pas du lean et encore moins du smile en disant, c'est dans le plan, 2024-2028 et puis en 2028 on aura un autre projet, ready for tomorrow. Non, c'est une façon permanente d'être. Donc on est parti de logique très production, qualité, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont nos gaspillages et on a découvert que dans le monde du bâtiment, le principal problème, c'était les postures managériales qui étaient vraiment source d'énormément de gaspillage et d'énormément de non-collaboration et d'énormément de perte de l'intelligence des hommes, alors que les hommes qui font le travail sont clés. Mais on a retenu, notamment dans les grands groupes, où on a pensé un jour qu'il fallait mettre des ingénieurs dans ce monde-là et que ce serait bien mieux, ce qui a été révolutionnaire, mais qui, du coup, a basculé trop loin. Maintenant, on ne pense plus que les ingénieurs et plus les gens qui font. Or, c'est les gens qui font qui vont faire le particulier dans la rénovation. C'est le peintre, le plombier, le menuisier et le maçon qui feront qu'à la fin, le bâtiment sera joli, beaucoup plus, sera réussi, sera conforme, etc. Beaucoup plus que le plan de l'ingénieur au début. Ou au moins autant, on va dire. En tout cas, chacun a un rôle et il faut respecter chacun de ses rôles. Donc on s'est rendu compte que la posture commande-contrôle, qui est vraiment très typique du monde du bâtiment, elle permettait pas d'exploiter ça et elle générait énormément de gaspillage. Et donc, on a transformé l'idée du lean en modifions nos postures managériales, apprenons à remplacer commande-contrôle par accompagnement et autonomie, par l'apprentissage, etc. Et laissons-nous du temps. Donc, chez nous, diffuser le lean, ça a été ça. Et si on devait donner, quand on me demande les conseils pour appliquer le lean dans l'entreprise, je dis surtout, allez pas regarder les bouquins qui vous parlent des outils du lean, de la boîte à outils du lean, de la méthode lean pour faire ci ou ça. Essayez de comprendre ce qui est caché derrière, essayez de chausser les lunettes qui vous permettent de regarder les situations avec les yeux de ce qui est dans le fondement. C'est des flux, des choses fluides qui vont pas frotter, qui sont pas absurdes, qui sont pas redondantes. À chaque fois qu'on voit un truc, je dis: «Mais là, c'est stupide, puis ça embête tout le monde. Enfin, ce tableau, il sert à rien, cet aller-retour, ce blocage, cette validation, ne Remettre du sert à bon rien, sens, quoi. bah, enlevons-le» et voilà. Donc faites ça. Bon sens, c'est une façon de le traduire qui est malheureusement pas tout le temps suffisante parce que le fond du lean, c'est pas que du bon sens. C'est même parfois l'inverse du bon sens. Et c'est ça qui est magique et qui prend beaucoup de temps à comprendre, un peu comme les arts martiaux où, voilà, on peut dire: «On a compris», mais en fait, il faut une vie, de pratique pour comprendre ce qui est caché derrière. Bah, comprendre, j'ai une phrase que personne ne comprend, mais que j'adore, le lean, c'est une méthode d'amélioration de la performance, jusque-là tout le monde comprend, qui, privilégie, l'optimisation du flux sur l'optimisation des ressources. Et ça, c'est pas du tout du bon sens, parce que le bon sens de n'importe qui, c'est, j'optimise les Ouais. ressources, quoi. Si, Oui. Oui, oui, oui. en faisant 3 fois la même chose, je vais plus vite qu'en faisant plein de choses différentes, et bah, je vais demander à tous mes gars de faire plutôt la même chose toute la journée, et j'ai pensé que c'était, du bon sens. Mmh. Sauf que le lean, c'est pas ça. Le lean, c'est ton gars, qu'est-ce qui se passe après lui? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et est-ce qu'on fait un flux de tout ça? Pas un flux de ce que lui, il fait. Comment on fait un optimum, non pas local pour lui, mais global pour l'ensemble de la chaîne? Parce qu'en fait, il y a aucune activité qui n'est pas en flux, en chaîne. Il y Oui, a aucun bien process sûr, qui n'est ouais. pas en flux et en chaîne. Et donc, le bon sens voudrait qu'on optimise localement, souvent, Ouais, et le smile voudrait qu'on optimise le flux, qui est un globalement. peu Ouais. différent. Si tu compenses par optimiser localement, tu peux plus optimiser le flux, alors que l'inverse
fonctionne si tu optimises d'abord le flux. Alors, tu libères du temps parce que les gens, ils faisaient des choses qui servaient à rien. Mmh. Par exemple, parce que la com avec l'étape d'après ou l'étape d'avant est pas bonne, du coup, ils font des choses qui servent pas. Quand tu leur as libéré Ouais. ce temps, alors, bah, tu peux optimiser la ressource puisqu'ils ont du temps de libre. Soit tu l'optimises pour produire plus, soit tu l'optimises pour faire autre chose, soit pour réduire les coûts en mettant moins de monde. Moi, je fais pas ça, mais d'autres font ça. C'est d'ailleurs ce qui fait que, le lean a été, très mal compris, en disant: «Ça sert à optimiser pour pouvoir se passer de monde». Alors finalement, Mais, toi, justement, tu as tellement optimisé, les flux, des gens que tu les avais passés à 4 jours par semaine? c'est pas complètement faux puisque, j'ai considéré qu'on pouvait, se permettre de tester, puisque c'était un test, hein, mais c'est un test, mais ça reste le plus gros test, si on veut, en France quasiment, puisqu'on a 1 300 personnes qui sont à 4 jours et tous les niveaux, enfin toute l'entreprise, donc pourquoi on n'a pas tout le groupe? Pourquoi on n'a pas les 1 900? Parce qu'il y a certaines, acquisitions plus récentes pour lesquelles on s'est dit qu'on avait déjà, les logiques d'intégration, de compréhension de notre culture et Oui. cetera qu'il fallait faire passer avant, justement parce que, on a considéré qu'on pouvait se permettre de tester ça parce qu'on avait cette habitude de raisonner optimisation de flux, que c'est sans fin et que, d'une certaine façon, on allait dire aux gens: «Bah, d'habitude, on se sert de ça pour finalement augmenter la productivité ou se permettre que les gens, augmentent la richesse d'un métier». Voilà, Mmh. et ben là, on va continuer, on va pas s'arrêter, on va peut-être se donner en plus un petit coup de boost parce que ça fait envie et on va se demander si on peut pas, en continuant d'optimiser nos flux, bah, se payer, un jour off par semaine pour tous. Si on y Alors arrive, du tant coup, mieux. aujourd'hui, enfin, pour revenir un peu parce que le principe du 4 jours par semaine, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les médias depuis un certain nombre d'années. Il y a effectivement assez peu d'entreprises qui ont passé le cap et toi, tu as choisi en tout cas de lancer ce test en grande ampleur. Qu'est-ce qui t'a motivé initialement? Pourquoi tu t'es dit: «Tiens, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'essayer»? C'est quoi le moteur profond de ça? Il y a 2 moteurs profonds, enfin, on peut presque les ramener à un. D'abord, c'est cette, nature, innovante, inscrit en moi et dans notre fonctionnement, de dire, l'innovation managériale, c'est ce qui nous caractérise. Si on peut inventer un truc un peu bizarre, mais qui s'avère fonctionner et nous permettre d'être différents des autres, ben, on est content et donc c'est ce qui fait l'histoire d'Acorus, c'est ce qui libère de l'énergie et en libérant l'énergie, ça libère la croissance et ça me semblait être probablement une des innovations managériales qui vont transformer, le monde du travail, en fait, parce que c'est pas une vraie innovation. Réduire le temps de travail, c'est un truc permanent. Donc il y a pas de raison que ça s'arrête vraiment. Ce qui est innovant, c'est quand tu es le premier dans les premiers à le faire. Enfin, quand Ford a donné, le 7e jour, personne pensait que enfin ou le non, le 6e jour, je pense, ouais, il bossait 6 jours, il a donné le 6e pour bosser 5 jours. Tout le monde trouvait ça bizarre, impossible, infaisable. Je pense que c'est un peu la même logique. Donc je pense qu'on pouvait pas ne pas le tester parce que c'est dans notre, nature. Ensuite, je pense qu'avec la population, moi j'ai eu envie de fabriquer, de construire une entreprise, avec, des hommes qui font. C'est-à-dire que je me suis pas dit: «Je vais avoir que des ingénieurs et on va sous-traiter». Sur nos 1 900 personnes, on a 1 200 techniciens de tous les métiers, de tous les corps d'État. Plus personne fait ça en fait. Je pense que, c'est difficile, c'est compliqué, il faut recruter, il faut gérer, il y a toutes les contraintes, RH, bon moi j'adore ça. Donc j'ai choisi de faire ça comme ça et j'ai pour ces personnes-là, pour nos techniciens, pour ceux que pendant le covid on appelait les premières lignes, bah, en fait, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu une évolution des façons de travailler en entreprise dont ils ont pu bénéficier. Mmh, Dans le bâtiment et dans d'autres secteurs, ils sont toujours à 39 heures parce que plutôt que bien d'avoir sûr. imaginé une solution, bah, on a fait du 35 heures plus 4 heures sup forfaitaires
et bah, ça marche bien, hein, depuis toujours. Ça a coûté un peu cher, mais maintenant c'est absorbé et donc ils sont à 39 heures. Ils font pas de télétravail parce qu'on a essayé, mais les plombiers ou les maçons en télétravail, ça marche mal. Et donc c'est un peu la revanche du technicien. On peut pas se dire toute la journée, «Ces jeunes ne veulent plus faire le métier du bâtiment» et en fait ne rien changer, à la Bien sûr. je dirais même pas à la pénibilité ou à la difficulté parce que c'est des métiers passionnants, mais ne rien changer à ce que sont ces métiers et à comment ils s'insèrent dans la vie quotidienne. Ils peuvent être, certains peuvent les trouver durs, d'autres pas durs. En tout cas, ils sont Oui, c'est passionnants, très mais subjectif. ils sont un petit peu anachroniques et on n'avait pas trouvé de façon de les rendre un petit peu plus dans leur temps. C'est pas absurde qu'un type, ait envie d'être plombier, mais en même temps ait envie de s'occuper de ses enfants, quand ils viennent de naître, enfin, que, bah, il ait pas le temps. Mmh. Que ça, c'était, un grosse motivation et on a, pour d'autres raisons, un peu la même chose sur enfin, aussi une motivation proche sur les encadrants. Comme c'est des métiers passionnants, les gens sont très engagés, c'est des métiers d'engagement, hein, c'est des métiers où on y passe des heures. D'ailleurs, je me souviens au début où, heu, il y a 10 ans, quasiment tous les gens qui venaient en recrutement, que ce s pour n'importe quel poste, commençaient en s'asseyant en disant: «Non, non, mais je sais que dans le bâtiment, on compte pas ses heures, hein, vous inquiétez pas». Heu, pourquoi vous me dites ça en fait? Enfin, racontez-moi ce que vous aimez, mais ne commencez pas en me disant que vous allez bosser comme des fous parce que vous savez qu'on compte pas ses heures. C'est pas tellement ce qui m'intéresse. Mais c'est comme ça que c'est fait, parce que c'est des métiers d'engagement et c'est des métiers où on se grille assez facilement, on s'épuise assez Oui. facilement et où en fait, dire à des équipes managériales, «Ménagez-vous» ne suffit pas parce qu'en fait, ils aiment ce qu'ils font, on les force Ouais, ils sont pas, on passionnés. leur dit pas, Bien sûr. «Reste au bureau, pars plus tard». C'est pas le sujet. Ils sont passionnés, donc ils vont y mettre un petit peu trop d'eux-mêmes, surtout si Ouais. ils sont jeunes et l'idée de passer à 4 jours donne l'autorisation d'une pause. Ils l'apprennent pas tous, faut pas se leurrer et ils l'apprennent pas tous de la même façon et ils l'apprennent pas tout le Bien sûr. temps mais ils sont autorisés à. Ça change tout et voilà, Aujourd'hui, ça ouais, c'est c'est quand même les 2 grandes intéressant parce que motivations. c'est vrai, c'est comme les jours de congé. Enfin, on voit bien, il y a beaucoup de cadres dans le bâtiment, ils ont beau avoir des congés, ils les prennent déjà pas, en fait. Est-ce que tu as pas eu, Exactement. malgré tout cette difficulté de dire: «Ben, en fait, oui, c'est super d'avoir 4 jours de travail seulement, mais en fait, je suis pas capable de les poser, je suis pas capable de les prendre parce que malgré tout, la charge fait que». Enfin, tu vois, Si, si, mais en fait, tu as raison, on l'a déjà dans les RTT et dans les congés, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est souvent aussi une difficulté, d'organisation, ouais et c'est un peu différent parce que, là, c'est pas je sais pas comment les poser, ça vient s'inscrire plus comme un samedi. Il y a des gens qui bossent le samedi, hein, mais j'ai pas un truc à poser. Il est choisi pour l'année, le lundi, le mardi, le mercredi, oui, le jeudi ou le bien sûr. vendredi. Pour mon année, ce jour-là, il est off. Après, je Ouais. peux décider de bosser dedans, hein, et j'ai des gens qui vont dire: «J'y arrive pas donc je bosse» et il est off quand même. Mmh. C'est un peu comme si je Tout à bossais le fait, oui, oui, samedi. c'est un choix. On C'est peut un dire choix et aujourd'hui j'aime bien l'image qui dit, quand on réduit, la vitesse sur les autoroutes, ce qu'on passe de 140 à 130, oui, bah, peut-être que celui qui ne respectait pas la vitesse, qui roulait à 180, bah, il va rouler maintenant à 140 quoi. Il sera ouais, toujours en en surchauffe, mais un peu moins excès, il sera peut-être. toujours en excès, mais il va quand même avoir un impact, ouais. Et aujourd'hui, donc ça fait combien de temps que tu as lancé ce test et quels sont les premiers résultats que tu vois notamment? Enfin, moi, ma question, c'est est-ce que, le turnover notamment, parce qu'on sait que dans le BTP, c'est quand même une grosse problématique. C'est quoi les résultats au niveau d'Acorus? Et le test, une première partie du test a été lancée il y a plus d'un an, puisque c'était le 1er janvier 2023 pour toute l'agence de Nantes qui représente 70 personnes. Eux, à la fin de l'année, quand on a dit: «Est-ce qu'on poursuit?», on a demandé à tout le monde: «Est-ce qu'on y va?» et à eux: «Est-ce qu'on poursuit?» Ils étaient 100 unanimes à dire: «Évidemment, on poursuit» et à nous dire, pourquoi on poursuivait. Donc d'un point de vue personnel, il y a zéro doute sur le fait qu'au bout d'un an, 100, Tous quel que soit le convaincus. poste, quel que soit voilà,
d'une équipe de 70 sont tous convaincus. D'un point de vue de l'entreprise, Nantes, c'est une forte croissance l'année dernière, peut-être la plus forte de nos agences. C'est pas de turnover, c'est beaucoup moins de difficultés de recrutement, c'est quasi pas d'accidents. En tout cas, on en a quand même eu un avec un apprenti à la fin de l'année, donc malheureusement, on n'a pas pu dire, c'est 0 accident, mais ça n'a pas eu du tout d'impact sur les accidents. C'est quasi plus de cette absence, du lundi un peu liée à soit je me suis tordu le pied, soit j'ai pas trop envie de venir. Heu, donc c'est pas du tout de baisse de la productivité et enfin, c'est, aucune baisse de la satisfaction client, voire plutôt des clients qui ont trouvé là une occasion d'admirer leurs prestataires d'une certaine façon parce qu'ils ont aussi envie, d'y passer donc que du positif. Après le test grandeur nature, si je puis dire, lui, il est plus récent, et c'est pour ça que je fais plus attention quand on tire des conclusions. Il date du 1er mars, puisqu'on a basculé, tout le monde le 1er mars. Heu, Pas de baisse de la productivité, en tout cas rien de il y a des agences qui baissent la productivité, mais comme toujours, l'année d'avant aussi et Oui, quand on n'était pas à 4 jours, il y en a qui se baissent, d'autres qui montent, d'une année sur l'autre oui, et tu vois pas il y a de des lien équipes, direct avec, le donc passage à 4 il faut jours. du temps pour que peut-être on puisse détecter un lien, mais en tout cas aujourd'hui il Oui. n'y en a pas. Donc la productivité, enfin quand je dis pas de baisse, c'est-à-dire qu'elle s'est améliorée puisqu'on produit pareil avec 4 heures de moins de techniciens, Oui, donc tout à fait. forcément elle s'est améliorée. Heu, on est en forte croissance alors que l'activité dans le bâtiment, c'est pas non plus, la meilleure du monde. On a au 2e trimestre là, divisé par 2 notre taux de fréquence d'accidents à l'échelle du groupe. On a Mmh. fait d'autres choses sur les accidents à côté, donc difficile de dire si ce n'est que ça, si ça fait partie et pour quelle part. Hem, on a constaté à peu près la même chose qu'à Nantes, c'est-à-dire une baisse de l'absentéisme, une baisse du turnover et une, baisse de la difficulté à recruter, alors qu'on Mmh. ne le s'en sert pas dans nos annonces Ouais. aujourd'hui. Donc à ce stade, c'est relativement positif, mais une fois que je dis ça, je dis: «On continue de dire que c'est un test et que, si ça marche pas, on fera marche arrière». Intéressant. En tout cas, ça donne envie. Question, pourquoi je regardais ton profil LinkedIn et tu écris, Accor est une entreprise durable, obsédée par l'innovation. Depuis quand tu es obsédée? Bah, depuis toujours, je pense. Mon premier job, c'était, dans l'innovation complètement par hasard. Heu, En fait, moi, j'ai toujours été obsédé par, l'idée de faire différemment des autres. Et un petit côté, Pourquoi? Pourquoi? au début probablement pas très assumé, genre, j'aime pas dire comme tout le monde et je suis pas d'accord et donc c'est un peu, bravo, ouais, il y a sûrement Il y une a autre un façon de risque faire. aussi, quoi. Il y a un risque de pas faire comme tout le monde parce qu'en même temps, parfois, quand on f enfin, tu vois, il y a des choses, bah, on les fait depuis toujours, mais finalement, bah, ça se passe bien et puis on n'a pas trouvé de meilleure méthode et il y a du sens parfois dans certaines choses, tu vois, que tout le monde fait. Pourquoi forcément Bien chercher à sûr, faire mais différemment? bah, alors j'ai toujours eu un peu cette, envie, mais je l'ai matérialisée ou assumée dans l'entreprise. Le job de l'entrepreneur, c'est de faire différemment. En fait, tu Se viens te démarquer. mettre, à plusieurs, offrir une solution à un problème client et si possible, être capable de dire pourquoi ta solution est différente de celle d'à côté, pour qu'il y ait une bonne raison de te choisir. Donc, c'est vraiment pour moi un Oui, c'est lié de manière c'est absolue, indissociable ouais, de le complètement indissociable du job de l'entrepreneur. ouais, Donc ouais. là, ça m'a permis d'assumer cette idée de, moi j'aime ça, pas faire comme tout le monde évidemment, j'ai pas réinventé la compta encore que. Mais oui, sur plein de sujets, j'adore quand on peut se dire, il y a peut-être d'autres façons. J'adore aussi, et ça C'est je mets un plus de temps finalement maintenant parce l'entreprise que pour toi, c'est l'entreprise pour toi, c'est inventer un monde, quoi. ouais, c'est inventer un monde, mais ça peut être moins large que ça. C'est inventer, une petite façon de faire différente,
Quand je raconte qu'on fait pas de budget, je trouve ça marrant, on fait pas comme tout le monde et on essaye d'expliquer pourquoi on fait pas de budget et pourquoi on continue de faire un processus budgétaire et comment budget quand je pendant longtemps j'ai dit: «On n'a pas de DRH», c'était une façon de dire, bah, en fait, on veut pas qu'il y ait, des gens, là, dans la boîte dont le rôle soit de s'occuper des autres, mais on veut que chaque manager s'occupe de son équipe et donc on n'a pas de DRH. Enfin, en fait, on peut sur presque tout faire différemment et en effet, ça invente peut-être un monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça invente une façon d'être en entreprise différente des autres et c'est aussi ce qu'on vend à nos clients. Donc, on est obsédé par cette innovation, notamment managériale et on essaie de la traduire dans la façon dont on va offrir une expérience aux clients et comme on est dans cette logique de service, bah, l'expérience, ça fait quand même largement partie de ce que le client va valoriser. C'est une bonne, heu, c'est une bonne première conclusion puisque malheureusement, je vois que l'heure tourne. Du coup, on ne pourra pas aborder tous les sujets que j'avais listés. Il faudra que tu reviennes. Du coup, on va passer à la minute perso pour apprendre un peu plus à te connaître et la question culture. Du coup, j'avais envie que tu nous conseilles une lecture, voilà, que tu as, qui pourrait nous ouvrir un peu nos chakras. Bah, une, assez récente que j'ai découvert il y a pas très longtemps, avec bonheur parce que je m'intéressais depuis très longtemps au modèle de l'entreprise Haier, H-A-I-E-R. Alors c'est pas du tout du service, en théorie, c'est, le leader mondial de l'électroménager et c'est une boîte chinoise, et il se trouve que son fondateur a théorisé son modèle d'entreprise depuis assez longtemps, mais c'était pas du tout étudié en France. Étudié dans la Harvard Business Review, dans quelques séminaires, et là, il y a un bouquin qui est sorti en France qui s'appelle, «Et si on copiait les entreprises chinoises?» et je le recommande. Je le recommande parce que, bah, finalement, c'est assez marrant de voir ça comme recommandation dans une discussion autour de l'innovation. Heu, Copier, chinois, voilà, innovation, heu, c'est tout ça va pas forcément complètement ensemble et parce qu'en en lisant le bouquin qui maintenant, revient sur, des ouais, 2 ou 3 dizaines d'années d'évolution de ce modèle, j'ai l'impression de lire l'évolution du modèle d'Acorus, depuis 15 ans. Heu, c'est marrant, très étonnant, moi ça m'a beaucoup touché et je trouve assez intéressant. Voilà donc et si on copiait les entreprises chinoises? Bon, c'est assez facile à retrouver, mais je me souviens plus de l'auteur. En plus, c'est 3 auteurs, c'est un peu plus une recherche au départ, mais c'est très facile à lire, c'est assez court. Très valable. Très valable sur Demande. des concepts d'innovation ouverte, de plateforme, de modèles plateformes qui permettent de relier l'innovation, à l'opération. Ouais, vraiment passionnant. J'imagine que tu as plein d'idées, en lien avec l'IA, non? Pour justement quand tu parles d'optimiser les flux, peut-être que demain, je sais pas, est-ce que tu as déjà des choses qui te trottent en tête? Oui, oui, on a pas mal de liens avec l'IA. On a déjà de l'IA dans pas mal de nos Mmh. applis et de nos métiers et on essaye d'aller plus loin. Toujours dans cette logique plateforme, par exemple, on dit, notre service achat, bah, en fait, c'est pas un service achat, c'est l'administrateur d'une plateforme d'achat. Son boulot, c'est de faire la plateforme la plus performante pour, aider, 1000 personnes à acheter le mieux possible tous les jours et c'est pas d'être les meilleurs acheteurs du monde parce que de toute Mmh. façon, ils seront jamais les meilleurs acheteurs pour 1 600 personnes ou 2 000 ou 5 000. Il faudra mettre trop d'acheteurs, ça coûtera trop cher, et puis ça respectera pas l'énergie qui peut être générée par le fait que quand j'ai 1000 personnes qui négocient à leur niveau, en fait, j'ai probablement les meilleurs achats et donc comment je fais pour les rendre meilleurs? Et ben, en développant une plateforme qui les rend meilleurs et comment je fais pour que cette plateforme devienne meilleure? En y mettant de l'IA. Donc là, on a des Mmh. optimisations, je fais mon panier et puis, on vient me proposer, le panier optimisé. Meilleur que ouais. Ah, Meilleur prix, intéressant. meilleure logistique, meilleur, poids carbone, les pistes d'optimisation sont multiples. Elles sont pas forcément, que meilleur prix d'ailleurs. Dans la Mmh. logique de durabilité, Oui, tout à fait, ouais. et de développement durable, c'est pas que meilleur prix, mais Ouais. évidemment, le meilleur prix intéresse beaucoup de gens. Mmh. Autre question, alors la question punchline qui match. Est-ce que tu aurais un proverbe ou une maxime que tu aimes bien, que tu aimerais nous partager? Ah, j'aime bien,
on est plus souvent trahi par la défiance que par la confiance. Alors je crois que c'est Cardinal de Retz qui dit ça. Et en fait, j'avais trouvé cette phrase pour dire, pour faire un peu le contrepoids de la confiance n'exclut pas le contrôle, et qui m'exaspère. Mmh. Et j'aime bien cette phrase qui fait comprendre qu'en fait, on croit que en étant un peu dans le contrôle, on évite les problèmes. Mais en réalité, il y a bien plus de problèmes liés à l'excès de contrôle qu'à la confiance. Donc voilà, j'aime bien cette phrase. Oui, et puis c'est vrai que quand tu nous parles d'Acorus, finalement, tout passe par la confiance, quoi. C'est vraiment la confiance, que tu déposes entre les mains de tes, chefs d'entreprise, de tes collaborateurs, où tu interviens, voilà, en soutien en leur apportant les outils qui vont leur permettre d'optimiser les flux et puis, des fonctions support en expertise. Mais effectivement, c'est, ton smile, c'est de la confiance, quoi, d'abord. Exactement, c'est de la confiance. Alors il y a une autre phrase qui est top, qui est, phrase de David Marquet qui est, on il y a 2 types de leadership. On peut, prendre le contrôle et être suivi. Le leader, il va prendre le contrôle et être suivi, ou alors le leader peut donner le contrôle. Et j'aime beaucoup cette logique parce que donner le contrôle, c'est donner de l'autonomie, mais ça permet de faire comprendre que donner le contrôle, c'est pas il y aura plus de contrôle. C'est que je vais déléguer, y compris le contrôle, ce qu'on va considérer d'habitude comme je n'ai gardé que le contrôle. Non, j'ai délégué le contrôle. Donc donner le contrôle et créer des leaders. En fait, j'aime bien cette phrase, soit prendre le contrôle et être suivi par son équipe, ou bien donner le contrôle et créer des leaders. Et cette idée de, on est là pour créer des leaders, et c'est pour ça qu'on leur donne la responsabilité, c'est pour ça qu'on leur donne l'autonomie, c'est pour ça qu'en amont, on leur donne le contrôle. C'est une très jolie phrase aussi. Super. Et puis, ben, du coup, la question retour vers le futur. Toi, justement, la filière, dans 10 ans, tu la vois comment et tu la rêves comment pour Acorus? Bah, pour la filière comme pour Aquarius, moi je pense que la filière, elle est condamnée à évoluer. C'est une filière qui reste, par bien des aspects, un peu ancrée dans le passé, hein, managérialement, numériquement, heu, en termes de productivité, en termes de progrès, d'innovation, en tout cas si j'exclus évidemment quelques, innovations de mode constructif, de façon de construire, hein. Donc elle est condamnée à beaucoup évoluer, et une de ces évolutions, enfin, heu, la plupart de ces évolutions passeront par, aussi beaucoup plus de collaboration des écosystèmes de cette filière. Et je crois beaucoup, pour Acorus, à des logiques, d'ensemblier, de construire des écosystèmes, heu, peut-être où on n'a pas toutes les billes, on n'a pas tous les maillons de cet écosystème, mais c'est pas grave, c'est une logique de plateforme. On peut raccorder, des maillons qu'on n'a pas au service des grands sujets, et notamment, le sujet de la rénovation, c'est quoi? Gérer la vie d'un bâtiment pour qu'il consomme moins d'énergie, il soit plus durable, il soit plus confortable, heu, parce que finalement c'est le problème numéro un de notre filière. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments? Comment on les fait durer? Aujourd'hui, ils ne durent plus. On est passé par une phase où ils ne duraient plus du tout, et il faut transformer ça, mais ça ne peut passer que par des logiques de filière, parce qu'il faut que tout le monde se parle. Il faut que celui qui conçoit, celui qui conseille, celui qui construit ou qui rénove, ou celui qui fait, celui qui exploite, celui qui mesure, tout cela doivent savoir se parler, voire faire dans une logique d'ensemblier pour que ça puisse fonctionner. Donc, je crois beaucoup à ces logiques-là. On fabrique des offres ou des écosystèmes qui viennent répondre à ça, soit en allant chercher, des startups, des participations, soit en complétant nos offres pour les intégrer dans ces écosystèmes. Et je pense que c'est une partie de l'avenir de la filière. Bon, une belle conclusion d'avoir parlé de l'avenir de la filière. En tout cas, moi, j'espère, beaucoup, voir ça dans 10 ans. On verra.
Écoute, je crois qu'on arrive au bout de notre moment ensemble. On a été assez bavards, donc on a dépassé le temps imparti. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été présent pour Merci à répondre à toi toutes d'avoir mes été. questions. Il faudra que tu reviennes pour nous parler de ton engagement dans le dividende climat et plein d'autres choses, j'imagine. Donc, Avec plaisir. on se donnera rendez-vous allez, dans 1 an et puis tu nous parleras de tout ça. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.